S'il te plaît, s'écriait-elle, à travers le cri de secours qu'elle avait lancé. Dans la forêt, s'écriait-elle, au secours, à travers le cri qu'elle avait lancé, qu'elle avait hurlé, la tête par terre, et pourtant épuisée à cause du fait qu'elle a couru. Pourtant épuisée, c'est pour la mettre en valeur que par terre, elle s'adossèrent contre un rocher. Ondulé, le stress fit remonter ses poils vers le haut. Ondulé, le stress fit remonter ses poils vers le haut. C'est alors que sous la grotte dans laquelle elle était enfouie, dans laquelle elle avait été posée et mise en valeur, on put voir, cependant, un serpent lui ronger les tripes, rentrer à l'intérieur de son corps et ressortir par sa gueule grande ouverte. Ressortir par sa gueule grande ouverte, Lydia se rapprocha. L'ambiance était plus que ténébreuse, mais la franchise était à son comble. Il fallait dire ce que l'on voyait. Une jeune louve, beaucoup plus belle et beaucoup plus sobre que ce que l'on pensait, assise par terre. Sans plus de raison, sans plus de grâce, ni même de bien-être, il était envisageable qu'elle avait été tuée. Elle manquait d'oxygène, elle était pratiquement déjà morte. Elle marchait sur le fil de la vie, celui qui n'avait plus aucun sens pour elle. Elle portait un masque d'humain. Ce masque à gaz qu'on lui avait mis sur la gueule. Cette louve par terre, assise péniblement sur le fond du sable et de la terre, dans l'obscurité, près du néméton. Que son sang soit rouge, que ses pattes soient recouvertes de son sang, que son pelage soit surélevé par le stress. Elle respirait encore. Ses petits étaient à l'intérieur du néméton. Une branche, un tronc d'arbre, un arbre coupé, scié à ras. Le néméton était l'endroit dans lequel elle s'était réfugiée. Encore et encore, de nos propres yeux, Styles, Scott, Allison, Lydia et moi, nous avons pu croiser, et croiser encore et encore, près du néméton, une jeune louve, tuée, mais pourtant enroulée autour de la souche d'arbre, avec plusieurs de ces petits louveteaux à l'intérieur. C'est autour de son corps qu'on a pu apercevoir des traces de lacération. Autour de son cou, que l'on a pu apercevoir des traces de lacération. Son corps en était recouvert des lacérations. Elle avait une trépanation dans la boîte crânienne, et on put voir son corps recouvert de son propre sang. Son corps qui était recouvert de son propre sang. Il s'agissait bien d'une louve orpheline qui venait de quelque part d'autre. On ne savait pas clairement encore où, mais que je regarde ou que je voie nulle part. Que je regarde ou que je ne voie nulle part d'où elle venait. Lydia avait l'intention de découvrir d'où elle venait. La franchise de Lydia, disant à haute voix et à tout va à tout le monde qu'elle était en colère par rapport à la personne qui avait pu faire ça, qui avait pu laisser un serpent se nourrir de ses tripes. Ondulé près du néméton, le stress faisait résonner son cœur. C'est alors que Lydia ouvrit la bouche et dit alors qu'on ne pouvait pas laisser cette louve comme ça. On ne pouvait pas laisser cette louve comme ça. Elle ouvrit la bouche et elle nous dit alors à tous en ouvrant la bouche, en parlant plus haut qu'elle le pouvait. Du plus haut de son cri de banshee, Lydia se mit alors à parler. Elle affirma devant nous, et fermement, que beaucoup de chiens, beaucoup de loups, beaucoup d'animaux sauvages sont morts, mais pas dans des circonstances pareilles. Elle manquait d'oxygène, elle n'avait plus de grâce en Dieu. Elle était par terre, bel et bien morte, son visage et ses yeux se sont fermés. C'est devant nous, c'est à notre porte, à la porte de la frontière de Beacon Hills, qu'on a pu voir ça. Ce pénible regard qu'on a eu à regarder cette mère, cette jeune louve, recouverte de sang, et ces jeunes loups, assoiffés, avec leurs petites langues desséchées, à l'intérieur du néméton, qui n'attendaient qu'une seule chose, pouvoir boire, pouvoir assouvir ce dont ils avaient besoin.
pouvoir boire ou pouvoir manger, assouvir leurs besoins, manger, se venger, courir, tourner autour de leur mère, s'amuser. Leur mère était leur muse, la personne qu'ils suivaient. Leur mère n'était que leur muse, la personne qu'ils suivaient. C'est alors qu'il n'y avait aucun échappatoire, ni même pour remonter, pour redescendre ou pour revenir à la surface. Aucun échappatoire. Troublée par cette situation, Lydia en a tourné le dos, a regardé le cou de cette louve, s'est accroupie par terre, et nous a montré son cou, une marque de sabre. Tout autour de nous, des ruines grises. S'agissait-il du sabre de Gérard, le grand-père d'Alison? S'agissait-il de son sabre, le sabre de Gérard, le grand-père d'Alison? Tout autour de nous, des ruines, des pauvres ruines qui étaient en train de mutuellement se détruire. Cela n'a pas pu être vrai. Nous n'avons pas pris conscience tout de suite que nous étions immergés dans les ruines d'une fabrique de sabres. Nous nous étions retournés contre Gérard, pensant que c'était lui. Seulement, les affirmations données par Styles, par Lydia et par moi-même n'étaient peut-être qu'autre chose que de la miséricorde. Ce n'était peut-être qu'autre chose que de la miséricorde. De la miséricorde envers cette louve, par terre. C'était horrible de la voir comme ça. La voir allongée par terre, en sang, recouvert de son propre sang. Ces jeunes loups qu'on entendait crier à l'intérieur d'une émetton, tout au fond sous la terre, comme immergés par le sable, l'obscurité et la poussière. Ils ne pouvaient que crier, on ne pouvait que les regarder, leur tendre la main et essayer de les sauver un par un. Lydia a donc tendu sa main, qu'elle a passée entre deux racines d'une émetton. Un jeune loup s'est accroché à sa main, grimpant jusqu'à son bras. Il a donc grimpé jusqu'à son bras, jusqu'à son avant-bras, passant le long de son cou, rejoignant la terre ferme. Elle a fait passer les jeunes loups, un par un, sur son bras, le long de son avant-bras, sur son épaule et le long de son cou, rejoignant son autre bras pour atterrir une fois par terre. Nous les avons recueillis et nous les avons emmenés chez Deaton. Deaton les a regardés, les a examinés, les jeunes loups, les uns après les autres, qui avaient tous une petite cage différente. Ils avaient tous une petite cage différente. Pendant ce temps, s'installèrent le premier loup que je voyais sur la table, un jeune garçon, un jeune mâle, assis sur la table, maintenu par Deaton. On l'avait appelé Longboy. On l'avait appelé Longboy, le long garçon. C'est alors que Longboy, comme je l'avais appelé, attendait que ses autres frères soient examinés. Deaton maintenait Longboy, le jeune loup, et puissant, il vit son torse se relever. Il prit alors une analyse de sang sur ses poils blancs et son pelage gris. Longboy s'était couché par terre. On pouvait entendre de petits gémissements, de petits hurlements de loup. Il regarda alors ses frères, et on le remit dans sa cage, à côté de sa petite sœur d'un pelage blanc et gris. Elle s'appelait Gypsy. On l'avait appelée Gypsy. On prit alors Gypsy qu'on mit ensuite sur la table. Elle s'était assise et elle regardait son frère qui venait d'être remis dans sa cage. Deaton fit des analyses de sang. Le sang n'était pas celui qu'on pensait. Le sang n'était pas celui qu'on pensait, pas celui d'un loup. Ce n'était pas celui d'un homme. Ce n'était pas celui d'un être surnaturel. C'était le sang d'un homme qui avait été mélangé et purifié avec le sang de la bête du Gévaudan, ainsi que métamorphosé et mis en cellules souches avec la fumée de la bête du Gévaudan. C'était une association de sang humain, une association de sang animal et une association de sang qui avait été mis en cellules souches ensemble. Cette association de sang surnaturel, humain et animal avait été mis ensemble sous forme de cellules souches
afin de transformer le sang de ce jeune loup en un sang spécial. On put remarquer le corps après quelques jours, toujours près du Néméton, assis par terre. C'est alors que Rocky, c'est comme ça qu'on avait appelé la mère, la loyale mère qui s'était battue jusqu'au bout, on l'avait appelé Rocky. Le père, on ne savait pas où il était. Peut-être par terre, près d'un autre Néméton, dans le monde autour de nous. Dans le monde autour de nous, peut-être près d'un autre Néméton, accroupi par terre, effondré par terre, finira-t-il peut-être lui aussi par mourir? On ne le savait pas. On était resté là bien longtemps à regarder Rocky, cette mère épuisée qui nous regardait de ses yeux fermés. Les jambes croisées devant elle, on put voir sa tête s'effondrer sur ses jambes, son corps qui commençait à se retourner, son ventre qui commençait à s'enfoncer dans sa poitrine. Son ventre qui commençait à s'enfoncer dans sa poitrine, le sang qui lui commençait à sécher, les insectes qui lui tournaient autour, l'odeur pestilentielle qui sortait de son corps. Et c'est alors qu'on revint un troisième jour. Une fumée sortait de son corps, un gaz qui avait été échappé par ce sang qui avait sûrement été fait par-delà les cellules souches. Un gaz s'en échappait, un gaz qui avait sûrement été fait par-delà les cellules souches qu'avaient inventé les médecins de l'horreur. 3 cellules, 3 sangs différents. 3 cellules et 3 sangs différents qu'ils avaient associés afin de créer un sang surnaturel, ayant le pouvoir de créer un virus innommable qui s'échapperait dans le monde. Nous n'avions pas encore la raison à cela, mais Rocky, la jeune louve effondrée par terre, finira bien par fermer les yeux. Son système nerveux s'était éteint. Elle ferma les yeux, et elle finit par déposer son museau, le long de ses pattes, croisées juste devant elle. Le long de ses pattes, croisées juste devant elle. Elle refoulait une odeur pestilentielle. C'est alors que devant elle, son museau sur ses pattes, ses yeux qui se fermèrent, son système respiratoire s'arrêtèrent. Sa cage thoracique ne bougeait plus. Le système nerveux se mit alors à s'arrêter. Généralement, elle était déjà morte depuis longtemps. Elle était déjà morte depuis longtemps, asphyxiée par le propre gaz que refoulait son sang. Ensuite, le système cardiaque. Le cœur se mit à battre, normalement, et puis il se mit à battre de manière nulle, assez faible, et puis s'étendèrent le long de son système cardiaque, le gaz qui s'étendèrent le long de son système cardiaque. De manière nulle, son cœur battait de manière nulle. Il n'était nullement plus faible ou nullement plus fort, mais il battait toujours, jusqu'à ce que le système nerveux commencèrent à se méfier du gaz. L'influence de ce gaz, ainsi que tout ce qui se trouvait autour d'elle, son corps qui était renfermé à l'intérieur de sa poitrine qui était pratiquement déjà dévorée par les insectes, l'odeur du sang et ses yeux fermés. Rocky s'était éteinte. Son cœur avait arrêté de battre. Fréquemment, on avait pu voir le même concept à plusieurs némétons différents. Plusieurs loups, plusieurs louves, plusieurs mâles et plusieurs femelles avaient été tués de cette façon. Qui en était le responsable? C'est alors que Deaton avait appelé Scott. Styles avait regardé Scott, lui demandant fréquemment pourquoi il recevait des appels de Deaton, qui lui remarquèrent dans le sang, dans son laboratoire, que le sang avait été assemblé et était un ensemble de sang surnaturel, qui avait été assemblé ou plutôt mis ensemble, peu après, pour empêcher la bête du Gévaudan de sortir de l'endroit dans lequel elle avait été renfermée. Peu de temps avant, la bête du Gévaudan avait été renfermée dans un endroit que seuls les médecins de l'horreur connaissent. Cette table sur laquelle elle était assise, la bête du Gévaudan qui était maintenue assise, debout, juste devant les médecins de l'horreur. Elle était debout sur une table, mais assise, en position assise, sur cette table qui relevait juste devant eux,
pour la maintenir debout. Mais elle restait assise. Elle restait assise en position debout jusqu'à ce que la table se relève devant eux. Ensuite, elle était maintenue, enchaînée, enlacée par des chaînes, par des harnais et même par des sangles, assise, mise debout par une table électronique qui se mit alors en position debout. Assise, la bête du Gévaudan regardait les 3 médecins de l'horreur avec leur fréquence sur le côté que l'on pouvait entendre, une fréquence électronique que l'on pouvait entendre, empêchant toute personne de rentrer, même Lydia, la banshee, qui se mit alors à crier pour éteindre la fréquence. Mais elles remarquèrent qu'il n'y avait aucun impact. C'est alors qu'ils rentrèrent par les conduits d'électricité. Sans même se faire mal, ils rentrèrent par les conduits d'électricité. Ils trouvèrent la bête du Gévaudan sur un siège, assis, sanglé, enchaîné et attaché, mise en position debout sur cette table qui la maintenait droite devant les médecins de l'horreur. Ses yeux étaient électroniques, faits d'électricité, bleu clair et scintillante. Faite de fumée, ils extrayaient la fumée de son corps. Ils la mettaient dans des caveaux. Ils extrayaient la fumée de son corps. Comme un spécimen de laboratoire, la bête du Gévaudan regardait ce qu'il faisait, essayait pertinemment de se défaire, de se détacher de ses sangles, de se défaire de ses chaînes. Pertinemment, les médecins de l'horreur la regardaient. Elle-même regardait les médecins de l'horreur pendant qu'ils extrayaient la fumée de son corps. Ils les mettaient ensuite dans de petits caveaux qu'ils renfermaient dans des coffres. Et ce sang était mélangé à celui d'une chimère. Celui d'une chimère, le sang d'une chimère était ensuite mélangé à celui d'un loup. Celui d'un loup était ensuite mélangé à celui d'un humain, ce qui formait un loup-garou, le sang d'un loup-garou. Ce qui formait le sang d'un loup-garou, ce qu'ils voulaient obtenir pour pouvoir mélanger la fumée de la bête du Gévaudan avec celui d'un loup-garou. Ensuite, ils créèrent ce sang, qu'ils enfoncèrent sur une lame qu'ils avaient été rechercher à la fabrique de sabres, une lame qu'ils avaient été rechercher à la fabrique de sabres. Cette lame elle-même, les médecins de l'horreur ouvraient cette lame de sabre en deux. À l'intérieur, ils versèrent le sang qu'ils avaient fabriqué. Ils trouvèrent un loup dans la forêt. Et après des recherches approfondies sur le sang qu'ils avaient laissé couler à l'intérieur de la lame de ce sabre qu'ils avaient fendu en deux, ils allaient chercher un loup, et ensuite, ils fendaient son corps en deux. Ils fendaient son corps en deux, et au moment de l'impact avec la lame contre la chair du loup, contre son corps, contre sa cage thoracique, contre son torse, contre son buste, contre le corps du loup, effondré par terre, il transperçait la lame, et ensuite le produit qu'il y avait à l'intérieur, ou plutôt le sang qui avait été fabriqué par les médecins de l'horreur à partir de chimères de loup-garou, ou encore même d'êtres surnaturels, d'humains. D'êtres surnaturels, d'humains, de chimères ou de loups, ce sang qui avait été extrait de la bête du Gévaudan, la fumée qui avait été mélangée, ils extrayaient le sang et ils la mettaient dans une lame qu'ils fendaient en deux par la suite. Ils la reconstituaient et ils allaient tuer un loup dans la forêt, avec cette même lame qui instaurait le sang dans le système sanguin de cette bestiole. En 3 jours, le système sanguin était atteint. Ensuite, le système respiratoire. Puis dès qu'on l'a découvert, Rocky avait atteint le système nerveux. Le sang avait atteint son système nerveux. Son cerveau s'était éteint en premier. Neurone après neurone, il se détruisait, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Ses yeux se fermèrent et ensuite, le système respiratoire était éteint. Les alvéoles pulmonaires étaient en train de se détruire, les unes après les autres. Et par la suite, son cœur s'était arrêté, et ses poumons cessèrent de respirer, tout comme son cœur lui-même qui cessèrent de respirer. On ramena Rocky à Deaton pour qu'il puisse faire une inspection concrète, une autopsie concrète de ce loup, Rocky, en quel Lydia avait encore confiance pour qu'elle puisse revenir à la vie. Grâce aux capacités de Théo, Rocky allait peut-être revenir à la vie. Il fallait du temps, c'est tout.
avant qu'ils n'eurent le temps de renoncer. Deaton indiqua alors une seule chose, le vestiaire. Ils prirent alors tous un masque à gaz, car ouvrir Rocky était peut-être dangereux. Deaton dit alors à Allison, à Derek, à Peter, à Styles et à Scott de prendre tous un masque à gaz, ce que Lydia fit en premier. Je pense que ce soir-là, pour rejoindre Rocky, pour savoir comment elle a été tuée, il fallait remonter jusqu'à ses origines. Clairement, le froid de son sang était si faible que l'on pensait envisager une autopsie générale. Cela nous a pris 3 mois. 3 mois pour rafler la surface de Rocky. 3 mois pour pouvoir rafler la surface de Rocky, accepter qu'elle était morte. Et étonnamment, Deaton nous conseilla de ne plus revenir voir Rocky. Étonnamment, à titre juste, il nous conseilla de ne plus jamais revoir Rocky. Il s'agissait d'un acte de toute bravoure, auquel Lydia et en lequel Derek et Styles, ainsi que Scott et Peter devaient obéir. Il était obligatoire de ne plus revenir la voir. C'était un ordre, ce n'était pas quelque chose à dire. Ce n'était pas quelque chose à dire, à apporter sur un plateau. On a raflé la surface de son corps pendant tellement longtemps que nous étions désenchantés de le regarder. C'était un ordre, il fallait accepter étonnamment de ne plus jamais la voir, plus jamais la revoir. Quand il s'agit de sauver quelqu'un dans cette ville, quand il s'agit de sauver quelqu'un, il y a toujours des dégâts considérables, considérablement grands. Quand il s'agit de tuer quelqu'un, il y a toujours d'autres dégâts. Mais cette fois-ci, nous avons pris trois jours à faire un diagnostic parfait. Nous avons pris 3 jours pour faire un diagnostic parfait de Rocky. Cela nous a pris 3 jours. 3 jours clos, minute pour minute, heure pour heure. 3 jours clos, minute pour minute et heure pour heure. Deaton avait fait ça jour après jour. Une autopsie pour le système cardiaque, une autopsie pour le système respiratoire, et une troisième et une dernière pour le système nerveux. 3 jours clos, heure pour heure, temps pour temps. Il fallait obéir, et après les 3 jours clos que nous avons passés, enfermés à l'intérieur de chez Deaton, eh bien nous sommes restés au vestiaire. Il était obligatoire de ne plus aller voir Rocky. Elle était morte. Maintenant son cadavre ne servait qu'à trouver la source de son sang. Accepter que dehors les gens commencent à sombrer dans la folie, l'indépendance, la haine, la rage, ainsi que bien d'autres choses, j'étais pressé de savoir à quoi le monde ressemblait depuis que nous n'avions plus refait surface depuis 3 jours. Nous avons obéi et nous sommes sortis. Nous avons ouvert la porte. Deaton nous a regardés sortir, et ce soir-là, je m'empressais de savoir à quoi ressemblait le monde. Je l'ai rejoint dehors, et j'ai vu que dans la chaumière, j'ai vu un loup mort, asphyxié. Son pelage était noir, alors que quand je passais ma main dessus, en dessous il était blanc. Blanc et brun, d'un brun mocha. Je l'ai regardé, un jeune loup étouffé, asphyxié. Son pelage blanc n'était plus que cendre. Son pelage blanc n'était plus que noir. Lydia m'a regardé. Théo s'est mis par terre, a mis ses mains sur son visage, s'est accroupi, nous a regardés, passant ses mains dans ses cheveux. Il nous a demandé qu'est-ce qu'on pouvait bien faire.
Qu'est-ce qu'on pouvait bien faire si on ne pouvait plus retourner voir Rocky? On ne pouvait plus retourner voir Rocky. On ne pouvait plus retourner la voir. C'était perturbant de savoir que la seule source de ce sang, qui enfonçait tout le monde dans une rage, dans une colère et dans une haine noire, qui en plus de ça leur faisait sombrer dans la démence, ils avaient tous sombré dans la démence. Ils avaient sombré dans la démence, l'acharnement, la haine et la rage la plus noire que nous n'avions jamais vue. Nous avons raflé le corps de Rocky pendant tellement longtemps que des dégâts considérables se sont passés en dehors de notre monde. C'est alors que je rentrai à l'hôpital. Les murs de l'hôpital étaient couverts de sang, des arrachures de griffes sur les murs. Le papier peint, le parquet, le sol, les rampes, les portes étaient couverts de griffures, des griffes qui en étaient même encore attachées, des dégâts considérables de la terre par terre, des corps laissés pour morts, du conseiller hospitalier qui se trouvait près de ma mère. Du conseiller hospitalier qui se trouvait près de ma mère, derrière un bureau, étalé par terre, recouvert du sang de quelqu'un d'autre. Des griffes considérablement acharnées sur les murs, de la terre par terre. Théo qui regardait l'intérieur de l'hôpital. Des recs derrière, et derrière des recs. Derrière des recs, un peu plus devant Scott, Peter. Tous les quatre, Théo, Scott aux côtés de Théo, Derek et Peter derrière, Styles qui arrivèrent par la suite et Lydia, vu l'enceinte du bâtiment, recouvert de griffes sur les murs, de sang sur le sol, de cadavres laissés pour morts. Le conseiller qui était dans le bureau avec ma mère était considérablement par terre avec une griffe dans la bouche. Avec une griffe dans la bouche, avec une autre qui avait lacéré son torse. On récupéra la griffe à l'intérieur et on fit une autopsie clandestine à l'intérieur de la morgue. On récupéra notre mère, ma mère à moi, Scott. On récupéra la mère de Scott qui s'était cachée en dessous du bureau, qui n'attendait que quelqu'un vienne la sauver. Elle n'attendait que ça, que quelqu'un vienne la sauver, que quelqu'un vienne la prendre et lui dire que la voie était libre. Elle n'entendait plus rien, mis à part les lumières qui éclataient et des disjoncteurs d'électricité qui explosaient. Elle n'entendait plus que ça, sinon derrière, le calme. Scott vint alors à chercher sa mère en dessous du bureau, lui dire que la voie était libre, que les plombs avaient sauté, que les lumières qui se rallumaient et qui se réteignaient, ce n'était qu'à cause de la centrale électrique. Il récupéra sa mère et ils passèrent ensuite par la morgue pour arriver avec la dent et prélever un échantillon. Prélever un échantillon du sang qu'il y avait dessus, du sang de Chimère, ainsi que même du sang de Wendigo. Il était possible que ce soit une attaque de Wendigo et de Chimère. Les Wendigo et les Chimères avaient fait équipe depuis qu'une centaine de loups étaient morts près d'une centaine de némétons différents. À travers le monde, il y en a plusieurs. Seulement, il n'y a que les Argen qui savent combien il y en a. Une centaine de loups étaient morts. Depuis ce jour-là, les Wendigo et les Chimères avaient fait équipe. On s'était tous retournés vers Théo, se demandant pourquoi il ne le savait pas lui, car lui-même était une chimère. Elles avaient fait équipe avec les Wendigo avaient fait équipe avec les chimères, pour pouvoir protéger les loups, ou pour pouvoir se protéger elles-mêmes. Personne ne savait réellement. Je posai la question quand même à ma mère, pour pouvoir avoir le moindre détail de ce qui s'était passé. Elle ne trouva aucune réponse dans l'enceinte de l'hôpital. Elle ne trouva aucune réponse, ni davantage de collaboration avec nous. Elle se mit à part, elle avait tellement peur qu'elle se mit à part. Elle commençait à avoir l'habitude de ce genre de situation. C'était désagréable de la voir comme ça. Je la pris par la main, et on regarda alors le cadavre d'une des chimères qui avait été laissée pour morte. Un Wendigo, à travers lesquels on a pu récupérer sa dent, dans la mâchoire du collègue de ma mère,
qui avait été étendu par terre et laissé pour mort. On récupéra une dent de Wendigo, et on récupéra le sang d'une chimère, ainsi que la dent d'un loup-garou. On les prit tous les trois, et on en fit une analyse concrète. Il n'y avait que ce mélange de 3 ADN distincts. Il n'y avait que ce mélange de 3 ADN distincts. Un homme, un Wendigo et une chimère qui pouvaient sauver l'humanité. Il fallait récupérer un Wendigo qui pouvait encore être vivant, lui arracher sa dent, trouver une chimère qui était encore vivante, lui arracher sa dent, trouver un humain et prélever un échantillon de salive, mélanger les trois, et globalement, la cellule souche qui en sortirait serait peut-être intacte, car la cellule souche qui était sortie du sang de Rocky était une cellule qui n'était plus intacte. Elle était agressive. C'était une cellule agressive, surmenée, surmontée de rage et de haine, qui faisait en sorte que le métabolisme humain, loup-garou, chimère ou Wendigo se mette à partir en dérive. C'est alors qu'on prit la dent du loup qui avait été récupérée, la dent de la chimère, ainsi que le sang d'un homme qu'on avait récupéré. Ces 3 ADN-là qu'on avait apportés à Deaton, il les mélangea, cellule souche par cellule souche, l'homme, le Wendigo, et ensuite le loup-garou. Il nous répéta qu'il y avait un ordre, car l'homme devait arriver en premier, il était la base de tout. Le Wendigo devait arriver en deuxième, car il n'était qu'une légende inventée par l'homme, devenue réalité. Ensuite le loup-garou, car le loup-garou est un homme, et la base d'un peu tout ce qu'il se passe. Ils les mélangèrent dans l'ordre, cellule souche par cellule souche, ADN par ADN, atome par atome, et molécule par molécule, ils les mélangèrent. Et il comprit qu'il fallait en arracher une vivante, car cela ne donnait rien. C'était une cellule souche morte. C'était une cellule souche biologique, humaine, Wendigo, loup-garou ou chimère, qui était morte, car on les avait récupérés sur des cadavres. Il fallait en arracher d'un vrai loup-garou, d'un vrai humain et d'un vrai Wendigo. Il fallait la salive d'un humain vivant. Il fallait la dent d'un loup-garou vivant, d'une chimère vivante et d'un Wendigo vivante. Tout cela mélangé donnerait une cellule souche, une ADN et un produit biologique intact contre lequel ce virus serait impuissant. Seulement, comment trouver la solution? S'enfoncer dans la forêt, dans l'obscur, et aller chercher un Wendigo, lui demander à lui arracher sa dent? C'est alors qu'on se tournèrent tous vers Théo. Il nous demanda pourquoi on se tournait vers lui. Pourquoi on le regardait. Lydia se mit alors à parler pour la première fois depuis la mort de Rocky. Elle se mit à parler. Elle s'était tait. Elle n'avait plus rien dit. Elle se mit à parler et elle dit alors à Théo, « T'es une chimère ?» Théo lui répondit tout simplement « Oui ». Lydia lui dit « T'es une chimère, alors donne-nous ta dent ». Lydia avait fait le rapprochement entre le fait que Théo soit vivant et soit une chimère. Personne d'entre nous n'était encore un Wendigo, car ces bestioles sont bel et bien agressives. Et ont 2 rangées de dents. De laquelle doit provenir la bonne dent, inférieure ou supérieure? La question avait été posée par Scott à Deaton. La dent devait provenir de la mâchoire supérieure, celle qui était exposée au sang et à la chair humaine. Ensuite, Théo s'arracha une dent sur le côté, avec une clé à molette. Il s'arracha une dent avec une clé à molette. Il la prit. Il saignait de la bouche, de la gencive,
Sur les lèvres coulait son sang. Sur ses lèvres coulait son sang. De sa mâchoire coulait son sang. Il récupéra sa dent à l'intérieur de sa bouche. Il la donna à Deaton. Cela faisait déjà une dent de chimère. L'un de nous, celui qui était le plus humain, Styles, donna ensuite sa salive. Il la prit et il la mit dans le même endroit. Le même récipient, le même bocal, dans le même coffre. De la salive de Styles, une dent de chimère qui provenait de Théo. Il ne manquait plus que la dent d'un Wendigo. Scott se métamorphosa en un loup-garou, offra sa dent, se la cassa de la même manière que l'avait fait Théo. Théo qui lui tendit alors la clé. Théo qui lui tendit la clé de 12. La clé de 12 qu'il lui tendit, il la prit alors, cette clé à molette, avec laquelle il s'était arraché une dent. Il lui tendit cette clé, qui était une clé de numéro 12. Il la prit. Théo regarda fixement Scott. Scott regarda fixement Théo. Ils se métamorphosèrent et sa mâchoire devint celle d'un loup-garou. Il prit la clé de 12, et ensuite il prit la clé à molette, la passa sur une de ses canines, qu'il laissa ensuite transparaître en dehors de sa mâchoire, et avec son bras, son avant-bras et sa main, il cassa sa dent. Il l'offrit à Deaton. Nous avons désormais la dent d'un loup-garou, la dent d'une chimère, la salive d'un être humain. Il ne manquait plus que la dent d'un Wendigo, mais il fallait nous enfoncer dans la forêt. Le plus tôt possible, il fallait nous enfoncer dans la forêt. Il fallait nous enfoncer le plus tôt possible dans la forêt, dans les ombres, pour pouvoir aller chercher la dent d'un Wendigo. Car c'est là-bas qu'ils vivent. Le lendemain, Lydia eut une vision. Dans le lycée, elle eut une vision. Elle ouvrit à peine les portes de l'extérieur, que dans le couloir s'infligèrent devant ses yeux une rivée de sang, de cadavres, sur lequel Malia était exposée à celui de Scott. Scott était exposé à celui de Styles. Devant elle, le cadavre de Théo, la gueule ouverte. La gueule ouverte, devant elle, le cadavre de Théo. À côté, le cadavre de Scott. À côté, Styles, et ensuite Malia. Une rivée de sang. Devant elle, dans les couloirs, des griffes contre les casiers. Derek et Peter, dans une classe, allongés par terre. Elle ouvrit son casier, et elle se mit alors à crier, car elle avait vu les obscurités. Et des obscurités de son casier, de l'intérieur de son casier, tombèrent des dents de loup-garou, des dents de chimère et des dents de Wendigo. Elle en récupéra une, se retourna, ferma son casier et ferma les portes du lycée, les réouvrit et vit que tout était normal. Elle prit alors la dent qu'elle avait récupérée à l'intérieur de sa vision, la mit dans sa poche, referma son casier et vint à lui poser la question, Styles, si tout allait bien. Il lui posa la question, et il dit alors que Scott les attendait dehors. Lydia suivit Styles jusqu'à dehors, montrant qu'elle allait bien, dans un silence paisible et calme, elle montrait que tout allait bien. Styles doutait un peu de la vérité de Lydia. Lydia, qui alors referma son casier tout aussitôt, prit son sac et demanda à Styles, « Bon, on y va ?» Styles, qui répondit tout simplement par un geste, « Oui, bon d'accord, suis-moi. » Il lui tendit le bras, elle prit sa main, et il partit dehors. C'est alors qu'avec la voiture de Styles, Scott se mit à conduire, prit le volant, arriva jusqu'à chez Deaton, et Lydia déposa sur la table la dent de Wendigo. Ils avaient les quatre, la dent de Wendigo, la dent de loup-garou, la salive d'être humain, et la dent d'une chimère. Il mélangea les quatre. Il ne fallait maintenant plus que 3 jours pour extraire chaque molécule et en faire un antidote pour pouvoir guérir le monde. Seulement 3 jours n'étaient pas suffisants avant que tout le monde s'entretue. Qu'allait-il se passer si, dans 3 jours, tout le monde s'était entretué? Il tenait bien à sa mère.
il tenait à tout le monde. Tous ceux qui n'avaient pas de pouvoir, il y tenait. Kira allait-elle pouvoir survivre dehors dans un tel monde? Kira allait-elle pouvoir survivre dehors dans un tel monde? Car je tiens à ma mère, tout comme Allison tient à son père. Tout comme Allison tient à son père, moi je tiens à ma mère, je tiens à Kira. Et je tiens surtout à dire que dans un monde qui ne ressent plus que douleur et haine, qui se fie à son instinct de survie, qu'allait-il se passer si seul dehors, buvant le sang des autres, s'acharnant les uns contre les autres, buvant le sang des défunts, buvant le sang des autres, cela commençait à devenir de plus en plus puissant. C'est alors qu'on vit tout le monde, dehors, s'acharner les uns contre les autres, buvant le sang des défunts qui étaient allongés par terre. Pièce par pièce, on se rapprochait de la peur. Pièce par pièce, dans l'hôpital, on se rapprochait de la peur. Dehors, Kira allait-elle survivre avec son katana? Un simple sabre n'allait pas la défendre de la haine, de la rage, de la peur que ressentait ce monde. Elle devait se fier à son instinct de survie. Mais allait-elle survivre avec son sabre? Car son sabre était capable de trancher n'importe quoi. Mais allait-elle réussir à trancher la peur? À trancher tout ce qu'elle avait devant elle? Car ce n'était plus que de la chair bel et bien palpable, du sang bel et bien palpable lui aussi. Tout ce qu'elle avait devant elle n'était pas des honnis qui étaient faits de poussière, de rage, de haine, de désarroi, de vengeance. Ce qu'elle avait devant elle, ce n'était plus des honnis qui étaient faits de poussière et de matière noire. Une matière noire volatile, ce n'était pas ça. Ce n'était pas un honni fait de poussière et de matière noire volatile. Ce n'était pas la bête du Gévaudan faite de poussière et de matière noire volatile. Ce n'était plus ça. C'étaient des chiens, des loups, des hommes et des femmes enragés qui ne pensaient qu'à une seule chose, la détresse, se rapprocher de sa proie. De plus en plus proches, ils trouvèrent un endroit pour attaquer, apparemment même pour boire le sang des défunts, attendre que sa proie se maintienne seule et soit en détresse. Attendre que sa proie soit en détresse. Tout le monde était atteint. Tout le monde était atteint par le virus. Ils étaient incapables de se contrôler. Ils ne reconnaissaient plus personne. Plus personne ne se reconnaissait. J'avais peine à voir ce monde. J'assistais à un désastre. Tout le monde était déjà mort dans l'hôpital. Plus personne ne savait à quoi ça servait. Plus personne ne savait à quoi ça servait un hôpital. Plus personne ne s'en servait. Il n'y avait plus que des morts par centaines dans les couloirs. Et dehors, tout le monde s'acharnèrent les uns contre les autres. Lorsqu'il y en avait un qui perdait pied, il devenait défunt et on buvait son sang. Ensuite, on se dirigeait vers la porte de sortie. On se dirigeait vers la porte de sortie, et celui qui était devenu défunt était jeté à l'extérieur de Beacon Hills. Qu'allait-il se passer si le monde allait allègrement se plonger dans les ombres? Si le monde entier allait se plonger allègrement dans les ombres, dans la gueule du loup, qu'allait-il se passer si allègrement tout ça allait se plonger dans la gueule du loup, plongeant dans les ombres, les remords, et chaque adresse que nous pouvions connaître avant, l'adresse de la maison de Kira, l'adresse de ma maison à moi, celle de Liam autant que celle de Scott, moi, autant que celle de Malia, autant que celle de Scott, autant que celle de Liam, autant que celle de Théo, toutes les maisons, toutes les adresses allaient disparaître les unes après les autres. Plus de maisons, plus de toits, plus d'endroits où survivre, seulement l'interprète d'un cauchemar. Seulement l'interprète d'un cauchemar, nous n'étions plus que l'interprète de notre propre vie. Ce cauchemar dans lequel nous allons bientôt y mettre un terme. Eh bien aujourd'hui, Scott, Liam, Théo, Styles, Allison, Lydia, Derek, Peter étaient l'interprète d'un cauchemar qui n'attendait qu'une réponse, un antidote.
L'autre n'attendait qu'une seule chose, l'incapacité à se contrôler. L'incapacité à se contrôler était la partie du virus qui lançait les personnes dans une dépression nerveuse et qui ensuite plongeait dans la démence. L'invisibilité de la réalité avait disparu. Aucun soulagement, aucun répit. Tout le monde n'avait jamais vu ce qui se passait devant eux. Personne et tout le monde était en train de voir de la haine, de la rage, de la rancœur. Personne n'avait jamais vu ce qui se passait réellement. L'invisibilité des choses disparaissait. Pendant ce temps, Scott remontait avec la voiture de Styles jusqu'à chez Deaton. Cela faisait 3 jours. Deaton fit entrer Scott, fit entrer Styles, et c'est alors qu'à deux, on récupéra ce qu'il avait fabriqué. On récupéra ce qu'il avait fabriqué, l'antidote. On l'avait regardé durant un instant. L'espace d'un soupir, on avait pu regarder ce qu'il avait fabriqué à partir de la dent de chimère, de la dent de loup-garou, la dent de Théo, ma dent à moi, la dent d'un loup-garou, la dent d'une chimère, la salive de Styles, celle d'un humain, et ensuite la dent d'un Wendigo qu'on devait encore aller récupérer. Il nous avait donné une seringue. Il nous avait donné une seringue que Styles tenait en main. Il tenait en main cette seringue dans laquelle Deaton nous avait dit que pour chaque personne, il y avait assez dans la seringue et que ce sédatif était capable d'anesthésier ou même d'euthanasier un éléphant. Cela serait suffisant pour chaque personne. On courut alors dans ce cauchemar dans lequel nous étions que les interprètes. Je repris ma mère par les épaules. Elle essayait pertinemment de creuser un trou dans le sol pour pouvoir s'évader. Elle essayait de me griffer, de m'arracher les dents, de m'arracher la chair, la peau et tout ce qu'elle voyait. La peau, la chair, les dents, mon corps, elle ne reconnaissait plus son fils. Elle ne voulait que ma mort. Elle ne voulait que se déchaîner sur moi. Ce monde n'était plus que déchéance, ravage, haine. C'est alors que je me tournai vers ma mère. Et ensuite, après m'être tourné vers ma mère, je ne la reconnais plus. Je ne la reconnaissais plus. Je ne reconnaissais plus ma mère. Je la voyais, par terre, en train d'arracher les buissons, en train d'arracher les arbres, en train de crier à la lune, hurlant à la lune d'un cri de loup-garou, faisant des trous dans la terre, créant des trous pour pouvoir y mettre le gibier qu'elle allait chasser par la suite. Je ne reconnaissais plus ma mère. Ensuite, je l'ai pris par le bras. Je l'ai pris par le bras, j'ai vu que ses mains étaient couvertes de terre, couvertes de sang. J'ai pu voir qu'il y avait du gibier dans un des trous dans lesquels elle l'avait creusé. Elle l'avait creusé, et j'ai pu voir que dans un des trous dans lesquels elle avait mis du gibier, il reposait une masse de sang dans lequel elle avait planté ses mains, qui par la suite elle avait fait un trou. Par la suite elle avait fait un trou, après avoir mis ses mains et trempé ses mains dans le sang dans lequel reposait le gibier qui était dans ce trou qu'elle avait creusé. Je pus la voir gratter au sol. Elle en grattait tellement ses mains contre le sol qu'ensuite je pus la voir sur le parking, essayer de creuser. Elle en creusa tellement avec ses mains contre le sol du parking, qui évidemment le sol du parking était du macadam, du goudron, ce n'était plus la terre ferme. Ce n'était plus la terre ferme, ce n'était plus dense, c'était plus dur. C'était plus dur, ce n'était plus dense, ce n'était plus la terre ferme, c'était du macadam, du goudron. Pertinemment, c'était dur, c'était de la roche et de la pierre. Je pus la voir s'acharner contre le sol. Elle ne réussissait pas à faire ce qu'elle voulait, un trou pour y mettre le gibier, le sang dans lequel elle allait verser ses mains. Ensuite, je pus voir ses mains, qui s'étaient acharnées contre le sol, des marques de griffes. Je l'ai donc pris par le cou, je l'ai attaché, lui disant que je faisais ça pour son bien,
Je lui ai murmuré à l'oreille que je faisais ça pour son bien. Je lui ai mis un collier, et Styles l'a fait rentrer. En tirant sur la chaîne de plus en plus, il l'a fait rentrer. Avec lui, je me mis à ses côtés, et j'attachai ma mère, par-delà les 4 espaces de l'intérieur de la voiture de Styles. Il tenait un fourgon qui lui avait été donné par son père. Ce n'était pas sa voiture originelle, mais un fourgon qui lui avait été donné par son père. Son père qui lui-même, il l'avait dû l'enchaîner au poste de police dans une cage. On revint après au poste de police pour pouvoir l'euthanasier avec ce que nous avait donné Deaton. On lui enfonça l'aiguille dans le bras. On savait que c'était pour euthanasier, mais que ça n'allait pas les tuer. C'était seulement pour les calmer. Une rage aussi intense, une haine aussi forte n'allait pas tuer la personne qui allait être euthanasiée par la seringue qui allait traverser son sang. Par la seringue qui allait traverser son sang, cette personne n'allait pas être euthanasiée, allait encore moins être tuée. Cette seringue ne voulait que les calmer. C'est alors que la seringue fit ce qu'on lui avait demandé. Elle les calma. On enfonça cette seringue dans la nuque de ma mère. Elle s'était calmée, elle s'était endormie. Je pus voir Kira à l'avant, avec Styles, me passer le bon sédatif. Ensuite, dans son bras, j'ai enfoncé dans son sang les prélèvements qu'avait fait Deaton. Je poussai la seringue, et le produit se répandit dans tout son système sanguin. Son système respiratoire se remit en marche correctement. Ses pulsations se remirent en marche correctement. Je pouvais réentendre son cœur et son souffle. Ensuite, on fit marche arrière. Et ensuite, on rejoigna le père de Styles, qu'il avait dû malheureusement enchaîner à une cage qu'il avait enfermée dans son bureau, refermant la porte derrière. On s'approchait et il était déjà en train de griffer les parois. Il hurlait à la lune. Il nous regardait. Je pus sentir la rage et la haine, la puissance qu'il y avait dans ses yeux. Je le regardais. Je me suis abaissé. J'ai mis mes mains sur mes genoux. J'ai passé ma main sur la cage. Il a essayé de me griffer, de me mordre. Styles s'est abaissé à mes côtés. Styles s'est mis à mes côtés, à genoux. Il s'est abaissé près de moi. Et il a dit à son père qu'il devait se calmer. J'ai répété la même chose. J'ai commencé à dire « Shérif Stilinski, calme, calme ». J'ai commencé à répéter plusieurs fois « Shérif Stilinski, calme ». Ensuite, j'ai pu entendre Styles répéter « Papa, calme-toi, calme-toi ». Moi, je ne faisais que répéter la même chose. « Shérif Stilinski, calme ». On répétait encore et encore, mais ça nous faisait plus de bien que de mal. Ou plus de mal que de bien, on ne savait pas savoir. On ne savait pas savoir si cela nous faisait plus de bien que de mal, car nous étions en train d'anesthésier, d'euthanasier, et pratiquement même de tuer l'humain qu'il y avait à l'intérieur du père de Styles. Mais lorsque nous avons compris que ce que nous faisons, ce n'était pour le bien de tous, nous avons euthanasié la personne qu'il y avait à l'intérieur de lui. La personne qu'il y avait à l'intérieur de lui, c'était le père de Styles. C'était le père de Styles, la personne qu'il y avait à l'intérieur de lui. Le sérum s'était répandu dans son sang. Après l'avoir euthanasié, il s'était reposé et il s'était éteint. Il s'était éteint, mais il n'était pas mort. Je pus entendre battre son cœur. Derrière moi, je pus entendre Styles soupirer, respirer, prendre une grande inspiration, et tout relâcher. Je me suis tourné et je lui ai dit que tout irait bien. Je lui ai dit d'aller voir Maya, qui, elle, allait très bien, et nous avait rejoints. Par la suite, j'avais enfoncé la seringue dans son bras. J'avais réussi à le maintenir par terre. Je me suis métamorphosé. Mes yeux bruns sont passés au rouge. Ma gueule s'est entr'ouverte. Mes canines sont devenues plus grandes. J'ai hurlé sur le père de Styles, tel l'alpha que j'étais. Après que mes yeux bruns soient passés au rouge, ils passèrent du rouge au brun.
il redevint normal, et je lui plaquai par terre son bras, dans lequel j'enfonçai par la suite l'aiguille. Le sérum s'était répandu dans son sang, et j'aurais entendu correctement son cœur et les pulsations, chaque pulsation et chaque battement de cœur. Je les réentendus correctement. Ensuite, les alvéoles pulmonaires se remirent en place. Je pus entendre ses poumons respirer à nouveau correctement. Il s'était calmé. Il nous avait regardés. On avait sorti son père de la cage bien avant qu'il se réveille. On l'avait laissé à son bureau, sur le côté. On avait tout de même pris la précaution de lui enlever son arme, car cela ne faisait pas effet tout de suite. On avait pris la précaution de lui enlever son arme, de prendre les menottes et de l'enchaîner par une seule main, à un tuyau qu'il y avait sur le côté. Il était assis, il m'a regardé, et c'est alors que j'ai regardé Styles. Il regardait Styles, et il lui a demandé pourquoi est-ce qu'il était enchaîné. Styles lui a répondu que c'était pour son bien, qu'il s'était passé quelque chose mais qu'il ne s'en souvenait pas, car par la suite, le virus agissait de manière amnésique. Il faisait tout oublier. Cela n'était pas plus mal de tout oublier. Par la suite, nous sommes allés voir les autres, ceux qui n'avaient pas de pouvoir. La maison des Argent était recouverte de cendres. Elle était en feu, elle était détruite. La maison des Argent était détruite, autant de l'intérieur que de l'extérieur, les murs recouverts de terre, de cendres, les buissons qu'il y avait autour, le jardin ravagé. Il y avait des graffitis, et les murs étaient colorés de toutes les couleurs, par des graffitis noirs, rouges, gris, blancs. La maison était recouverte de graffitis, brûlés, les vitres étaient cassées, les fenêtres étaient ouvertes, l'intérieur était décharné par les griffes, par la terre qu'il y avait tout autour. Il y avait du sang sur les murs, du sang et des traces de mains sur les vitres. Les vitres avaient été ouvertes comme si quelqu'un voulait s'échapper de cet endroit. Nous sommes rentrés et j'ai vu Allison arriver derrière moi. Allison qui arrivait derrière moi, qui dégaina son arc, qui prit son arc en main, qui se mit à viser, dégaina une flèche et la lança. La flèche traversa la pièce, atterrit alors sur le torse de son père qui était à terre. On l'avait regardé, on s'était tourné, on lui a demandé ce qu'elle avait mis dans cette flèche. Elle nous a répondu le laconite. C'est ensuite que nous avons répandu le sérum dans son bras. Après l'avoir maintenu par terre, il essayait tout de même de se débattre, mais on put le voir se calmer. Lentement, mais sûrement, on put le voir se calmer. Le sérum se répandait dans son bras, dans son système sanguin, dans son système nerveux, et ainsi que dans son système respiratoire. L'aconite était toujours présent dans son sang, mais peu à peu, de plus en plus, lorsque le sérum faisait effet, l'aconite disparaissait. On l'a vu respirer. J'ai entendu sa respiration qui redevenait normale, ses battements de cœur qui redevenaient normaux. Il a ouvert les yeux et j'ai vu Allison faire un câlin à son père, le prendre dans ses bras, le surélever lentement, sûrement. Il se maintenait sur ses deux mains arrière. Allison lui fit un câlin, lui demanda si tout allait bien. Il a répondu que tout allait bien, qu'il ne se souvenait pas. Tout avait agi de manière correcte. Ensuite, il retomba par terre, il respira, et sa poitrine s'ouvra grand. Il inspira et il expira. En expirant, on put voir tout l'aconite, une nuée jaune d'aconite tulou, sortir de sa bouche. Il respira, il inspira et il expira. Ensuite, après avoir inspiré et expiré, j'entendais son cœur rebattre, ses poumons libres et sereins, qui se remit à respirer, normalement et sûrement. Allison releva son père. Sa mère, elle y pensait toujours, et encore, elle pensait encore à sa mère. Ils étaient tous les deux guéris. Sa mère, son père. Kate, elle, avait été enfermée dans une cage. Derek la maintenait au sol et lui avait enfoncé une seringue dans le bras. Ils étaient tous guéris,
Nous avions réussi, seulement ne manquait plus qu'une personne. Kate, qu'allait-on faire d'elle? Allait-on la laisser là, seule, dans le salon? Ce soir-là, Peter, Derek, Scott, Styles, Lydia, Malia et moi, nous sommes tous partis en reconnaissance dans l'obscur. Pour le bien de Beacon Hills, pour sauver le monde, nous sommes partis en reconnaissance. Pour le bien de Beacon Hills, pour sauver le monde, et nous avons assisté ce soir-là, lorsque la lune était à son plus haut, nous avons assisté à notre pire cauchemar. Nous nous sommes enfoncés dans ce que nous pensions être l'obscur. Mais c'était les natives. Les natives sont une partie de l'obscur dans laquelle vivent les Wendigo. C'était une tentative ratée. Ensuite vint la deuxième tentative. Il s'agissait de s'enfoncer dans l'obscur, du mauvais côté, dans lequel le sérum que nous avons transformé en un gaz, serait ensuite immergé tout autour de nous. Nous portons des masques à gaz ce soir-là, incapables de respirer le gaz, de s'endormir ou d'interpréter notre propre mort. Le silence tout autour de nous, comme l'acceptation d'être dans les ombres, d'avoir rejoint les Wendigo. Après avoir rejoint les Wendigo, on mit la main sur un seul Wendigo. Il se calma tout aussitôt après avoir été en contact avec le gaz lacrymogène ou le gaz que nous avions mis dans la forêt. Le gaz que nous avions mis dans la forêt, des bombes explosives que nous avions mis dans la forêt. Nous avions récupéré des bombes que détenait les Argent, des pics sur lesquels se trouvait un détonateur, une bombe dans laquelle se trouvait de l'aconite. Nous avons remplacé l'aconite par le sérum qui avait été transformé en gaz. Nous l'avions mis dans cette petite bombe, cette pique dans laquelle se trouvait une partie de la bombe, dans laquelle on pouvait mettre un gaz ou autre. De l'aconite y était mis pour pouvoir tuer les loups. Nous avons récupéré ces pics, ces bombes réfléchissantes qui faisaient de la lumière. Les bombes éblouissantes qui faisaient de la lumière, nous les avions mis en premier plan. Éblouissant les Wendigo, ils étaient tous devenus aveugles. Cela nous faisait ensuite avoir un avantage sur eux. Ils étaient aveugles, et ils ne voyaient plus rien. Ils ne voyaient plus rien, mais comme ils étaient aveugles dès le début, ils ne voyaient plus rien. Ils n'interprétaient plus la situation. Le silence, ils l'entendaient tout comme nous. C'est alors que les bombes ont explosé. Nous avons caché nos yeux. Nous avons vu les bombes exploser les unes après les autres. Tout d'abord, devant, nous avons vu la terre exploser. Nous avons vu les arbres se déraciner. La terre exploser, les bombes réfléchissantes faire de la lumière. Les Wendigo partirent dans les abîmes de la forêt, dans les profondeurs, dans les ombres de la forêt. Les Wendigo sont partis du mauvais côté. Nous avons tracé un chemin, tel une souris ou un rat de laboratoire, qui serait prêt à être le témoin d'une expérience. Tel un rat de laboratoire ou une souris qui serait en train de se déchaîner, en pleine déchéance dans un labyrinthe, exploité par l'humain. Nous avions fait la même chose. Nous les avions guidés jusqu'à nous, avec les lumières réfléchissantes. Ensuite, nous les avons gazélifiés avec les bombes lacrymogènes. Le gaz était à l'intérieur, nous l'avons remplacé par le gaz qui était ensuite le sérum. Et le sérum qui était devenu le gaz, nous l'avons remplacé par l'aconite qui était là bien avant. Ils sont partis, ils sont tous morts, mais un seul a survécu. Son cœur était toujours vivant. Moi, Scott, j'ai parcouru la forêt, avec Styles à mes côtés, et nous avons attendu qu'ils soient tous morts, de ne plus entendre de respiration,
Styles était à mes côtés, Derek était derrière Styles, et à côté de Derek se trouvait Peter. À côté de Peter, il y avait Malia qui le regardait toujours d'un air sournois, et à côté, il y avait Lydia. On parcourait les Wendigo un à un. Je posais ma main sur leur buste, et je pouvais voir que le sang était frais. Je pouvais sentir l'odeur du sang, mais je ne sentais plus battre leur cœur, ni même leur respiration. Ensuite, on a fait le deuxième. Je ne sentais plus la respiration du deuxième, ni même son cœur, mais le sang était toujours frais. Ensuite, on en a fait un sur lequel j'ai posé ma poitrine. J'ai à peine fait le mouvement qu'il s'est relevé. Il est parti en courant et n'est plus jamais revenu. Le deuxième, j'ai fait la même chose. Il a tenté de me mordre, puis de me griffer. Derek l'a maintenu au sol, Peter l'a égorgé, et par la suite j'ai posé ma main. Il était mort. Le second, j'ai pu entendre son cœur, à peine le temps que je défasse ma main du torse de celui sur lequel j'avais posé ma main, je pus entendre battre son cœur. Il était encore un peu anesthésié, mais il était toujours vivant. On prit alors sa dent, qu'on mélangea avec celle de Théo, celle d'une chimère, avec la mienne, celle d'un loup-garou, et avec la salive de Styles. Ensuite, on prit la voiture de Styles, sa Jeep, et après 3 jours successifs, Alan Deaton, avait réussi à trouver un moyen d'irradier le virus. Il avait trouvé un moyen d'irradier le virus. Il nous offrit un flacon qu'on transforma une nouvelle fois en gaz, qu'on mit dans une bouteille. Cette bouteille, dans laquelle on avait mis le gaz, fut ensuite transportée jusqu'à la maison des Argent. Et dans l'armurerie, on passa la bouteille à l'intérieur d'un cylindre. Ce cylindre, dans lequel on mit tout le gaz, fut mis à l'arrière de la voiture de Styles. À l'arrière de sa Jeep, on mit le cylindre. On mit le baril de gaz. Le baril de gaz toxique, on le mit à l'arrière de la voiture, celui dans lequel on avait transporté la bouteille de gaz, qui bien avant cela n'était qu'un simple sérum. Ce simple sérum, qui pourrait guérir l'humanité, on le mit dans un cylindre. Ce cylindre qui ensuite fut transporté dans un baril, le gaz était à l'intérieur. On fit tout ça avec des masques à gaz. Et ensuite on a enfoui tout ça dans la voiture de Styles. Par la suite, on a laissé tomber le cylindre par terre au beau milieu de Beacon Hills. Et c'est sous l'état de gaz que s'est répandue l'entièreté de notre sérum. L'entièreté de notre sérum s'est répandue à l'état de gaz dans tout Beacon Hills. Le soleil s'est levé le lendemain matin. J'ai rejoint Lydia au lycée, juste devant les portes. Juste devant le porte du lycée, j'ai rejoint Lydia. J'ai rejoint Styles et Théo. Tout le monde avait oublié. L'amnésie était encore là. Une sorte d'orgie et d'amnésie collective. Personne ne se souvenait de rien. Ils avaient tous oublié. On se regardait alors les uns les autres. Derek regarda Peter. Peter regarda Malia. Malia regarda Peter une nouvelle fois. Et Styles regarda Malia tout comme moi je regardais Allison. Allison regardait l'horizon. Et tout le monde ne se souvenait plus de rien. Tout le monde se réveillait. On avait ouvert les portes du lycée, rejoint nos casiers, préparé nos cours et nous sommes partis dans les classes, nos classes distinctes. Ensuite, le virus avait disparu et quelques jours successifs plus tard, une série de meurtres. Mais cela n'était pas de notre branche. Quelques jours plus tard, une série de meurtres. Cela n'était pas de notre branche. Ensuite, la police est arrivée devant le lycée. Styles nous a dit de ne pas s'inquiéter. On l'a cru. Tout de même, c'était le fils du shérif. Donc on l'a cru. Il nous a dit de ne pas s'inquiéter. Et on l'a rejoint dans nos classes distinctes. Après qu'il soit parti chercher ses cours.
On l'a rejoint dans nos classes distinctes. Il était avec ses livres et nous a regardés. On est revenu à la bibliothèque. On a lu le bestiaire et on a vu que tout le monde revenait. Tout le monde revenait au lycée sans même se souvenir de ce qui s'était passé. On a vu Mason arriver sans même se souvenir de ce qui s'était passé. S'asseoir à côté de nous et comme s'il ne s'était rien passé, nous poser une question. Ensuite, à côté, on a vu Corey venir s'installer à côté de nous, comme si rien ne s'était passé. Il nous posa une question à laquelle on avait répondu. Il nous demanda ce qui s'était passé. On a répondu qu'ils étaient tous devenus acharnés, enragés, haineux. On leur a dit qu'ils étaient tous devenus haineux, acharnés, enragés, qu'il n'y avait plus que rage et instinct de survie. Ils nous ont regardés bizarrement. Mason et Corey ont soupiré, se sont regardés, se sont embrassés. Et ensuite, Styles a regardé Malia. Malia l'a regardé et lui a tout simplement répondu « Même pas en rêve ». Ensuite, j'ai pu voir sur le côté Derek à côté de Peter. Derek qui lui regardait le bestiaire avec Allison. Allison qui était en train de tourner les pages. Et j'ai pu entendre Peter dire à Styles « Bah allez, vas-y ». Styles essaya alors d'embrasser Malia. Malia qui venait de lire Même pas en rêve. Peter lui dit alors en la regardant dans les yeux « Bah allez quoi, sois sympa ». Avec un petit air mesquin, un petit air renfrogné, il regarda Malia, sortit les griffes, sortit les yeux bleus qui réfléchissaient. Il regarda Malia, et Malia le regarda. Et lui dit alors « Sois pas méchante, embrasse-le ». Et Malia embrassa Styles. Styles embrassa Malia. Et je vis Styles embrasser Malia, tout comme Malia embrassa Styles, et tout comme Corey embrassa Mason. Moi, je regardais Allison, et Allison tournait les pages. J'étais attentif à ce qu'elle faisait. Et nous sommes restés plus d'1 heure, plus de 2 heures, plus de 3 heures, jusqu'à en rester toute la journée dans la bibliothèque. Nous avons parlé de ce que nous avons vécu, nous avons essayé de raisonner les autres par rapport à ce qu'ils avaient oublié. Mais nous avons préféré tout laisser comme ça. Ensuite, nous sommes partis, dans nos familles respectives, rejoindre nos chambres, et penser à comment nous avons réussi à faire ça. Théo était devant son miroir chez lui et regardait sa mâchoire sur laquelle il s'était extrait une dent. Moi, j'étais devant mon miroir et je me passais de l'eau dans la bouche. Je sentais encore le goût du sang de la dent que je m'étais extrait. Ce n'était même pas une dent, c'était une incisive, une canine que je m'étais extrait. Théo put remarquer alors le trou qu'il avait juste devant. Juste sur les côtés, il remarquait aussi le trou qu'il avait. Il s'était arraché une dent. Il regardait dans le miroir, et par la suite, nous nous sommes rejoints le jour suivant au lycée. Cette même nuit, nous nous sommes enfermés dans le lycée. Refermant les portes derrière nous, nous nous sommes enfermés dans une des classes, la classe de chimie, et nous avons organisé ce que nous appelions un dîner de minuit, un dîner post-mortem. J'ai vu Styles passer par la fenêtre, me donner des sacs, à l'intérieur desquels il y avait des plats chinois. J'ai vu Kira passer par la porte, son sabre à la main, qu'elle mit ensuite autour de son bassin en guise de ceinture. J'ai vu Allison avec son arc, dégainer une flèche et ensuite la mettre à sa ceinture, la passant à l'arrière de son jeans comme si c'était un flingue. Je l'ai vue arriver et poser son arc et ses flèches sur le côté. Elle m'a regardé
avec la flèche qu'elle avait derrière elle, accrochée à sa ceinture. Elle m'a embrassé, et on s'est assis. L'un à côté de l'autre, on s'est assis. Ensuite, j'ai vu Mason apparaître dans la pièce, se servant de son pouvoir d'invisibilité pour entrer en douce. J'ai vu Mason tenant la main de Corey. Se servant de son pouvoir d'invisibilité, se servant du pouvoir de Corey. Je les ai vus apparaître les uns les autres, l'un à côté de l'autre. Ils sont arrivés, se sont mis près de nous. J'ai vu Kira commencer à distribuer les plats chinois. Et nous avons commencé à manger, à minuit, au lycée, dans une classe de chimie. Un dîner que nous avons appelé le dîner post-mortem. Celui qui rendait hommage à ce que nous avions fait, ce que nous avions élaboré, ce que nous avions fait pour tout le monde. Nous avions parlé de ce que nous avions fait. Théo nous avait rejoints seulement un peu plus tard, et nous avons parlé de ce que nous avons fait. Je me souviens de comment tout le monde est apparu. Styles par la fenêtre. Très difficilement, je l'ai vu passer la fenêtre, et enjamber la fenêtre et arriver sur une table. Ensuite, passant de la table, en sautant jusque par terre, il m'a donné les sacs, et ensuite je les ai donnés à Kira. Je suis parti une seconde dehors pour discuter avec Allison. Je suis revenu, ils étaient tous en train de se distribuer les plats. On a mangé, on s'est assis, et on a parlé. On est resté là jusqu'à ce que l'école reprenne le lendemain. Lorsqu'on a ouvert la classe de chimie, le prof nous a vus. La ville était calme, mais n'avait jamais été aussi calme qu'avant. Certaines personnes jetaient des cadavres dans l'eau. D'autres marchaient dans la rue, tête vers le bas. En dessous des lampadaires qui éclairaient la rue pendant la nuit, lors de la pleine lune, on put voir leurs silhouettes marcher, et à travers les rues vides, jonchées de cadavres et de sang sur les trottoirs qui coulaient dans les égouts, eh bien, on pouvait entendre leurs pas résonner. Dans les maisons, tout reprenait vie, mais très lentement. Les familles se réassemblaient, revivaient leur traumatisme, mais rien que l'espace d'une fraction de seconde. On revivait tout le temps la même chose. On voyait les loups, dehors, hurler. On les voyait de temps en temps. De temps en temps, on les entendait. On les voyait ou on les entendait. Cela dépendait. Mais à Beacon Hills, peu importe la chose que tu as vécue, tu revivras ton traumatisme. Encore et encore. Nous, lorsque nous sommes rentrés au lycée, Styles, Malia, moi et tous les autres, même Théo, lorsque nous sommes rentrés, la première chose que nous avons vue, c'est notre reflet dans un miroir. Et nous sommes des loups-garous. Théo est une chimère. Il se souvient encore, tout comme moi. Nous nous souvenons encore du goût du sang dans notre bouche. Moi, je me souviens encore de l'ardeur que j'avais lorsque nous combattions cette chose, ce virus qui planait au-dessus de nous lorsque nous la combattions. Je me souviens encore de l'ardeur que j'avais. Je me souviens encore du visage de ma mère lorsque je la maintenais par terre, au sol. Je devais la maintenir et la maîtriser. Je me souviens de sa force, sa déchéance, sa haine et sa rage, les pulsations de son cœur qui allaient tellement vite, sa respiration qui était presque impossible. C'était presque inimaginable et impossible qu'une chose pareille se produise. Styles, je me souviendrai toujours de son visage, lorsque son père a été enchaîné dans une cage. Je me souviendrai toujours de son visage, lorsqu'il a fermé les yeux, et qu'on a bel et bien cru que son père était mort. Je me souviens de son émotion, c'est son cœur. Je me souviens de son émotion, son cœur qui s'est mis à battre tellement vite que j'ai cru qu'il allait exploser. J'ai vu Styles s'asseoir un instant pour respirer,
inspirer et expirer. Je l'ai vu, je l'ai senti, j'ai senti son cœur. J'ai senti son cœur battre tellement fort, pulsation après pulsation, je l'ai senti. Même en tournant le dos, même en lui tournant le dos, pour enfoncer l'aiguille dans le bras de son père, même en lui tournant le dos, pour lui transmettre le sérum dans le bras de son père, eh bien je savais que Styles avait versé une larme, qu'il avait peur que son père meure, car il avait déjà perdu sa mère depuis longtemps. Tout enfant, il avait perdu sa mère. Lydia, je me souviendrai toujours de la manière dont elle était terrifiée dans la forêt. Je me souviendrai toujours de comment nous avons attrapé le Wendigo, de comment Lydia et Styles étaient terrifiés, de la neutralité de Derek et Peter. Chaque trauma est tout le temps revécu de la même manière. On repense aux autres, à ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont senti, ce que nous, on a ressenti lorsqu'on a ressenti ce que eux ont vécu. Chaque trauma est revécu de la même manière. Si possible qu'on pourrait croire qu'ils sont réels,